C'est bien ton manteau? Va te faire foutre. Mets-le. Ce manteau est bien à toi. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 20. Cette semaine, émission Rue en Feu, Miam Kwok sur les tripes et retour à HK. Replongeons dans la nuit et la violence interlope. Cette nuit qui traîne, qui n'en finit plus, et on attend que quelque chose vienne, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on a envie d'aimer, on a envie de vivre, malgré le vide, de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché, et de tout ce temps perdu. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres, de retour parce qu'on revient et parce qu'on n'est pas confiné. Et donc au programme ce soir, une émission un peu spéciale puisque nous parlerons de deux sorties en DVD Blu-ray chez Spectrum Film une fois de plus, donc de deux films hongkongais de la fin des années 90, officiellement réalisés par Patrick Yeo, The Longest Night et Expect the Unexpected, mais qui en réalité sont quand même probablement bien mis en scène par leur producteur et initiateur Junito. Et donc ce soir nous parlerons très largement du cinéma de Junito et de sa société de production, la Milky Way Image. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Salut à tous. Il y a notre maître et spécialiste S-Cinéma extrême oriental, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence, contrairement à ce que nous avions annoncé la semaine passée. Nous continuons à faire des émissions car... que de suspense. Que de suspense, que de rebondissement. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour ça, nous remercions le gouvernement et notamment la personne de Jean Castex, grâce à qui, justement, nous pouvons continuer à faire cette émission et émerveiller vos oreilles de nos analyses de cinéma bien senties. J'espère que vous ne me contredirez pas. Et donc, Éroborative. Éroborative, c'est important qu'elle soit éroborative. Oui, un petit peu, je pensais. Voire décapante. Un peu monomaniaque aussi. Alors que nous ne savons pas encore si nous referons une émission la semaine prochaine. On est toujours un peu dans le suspense parce qu'on ne sait pas vraiment quand le gouvernement va parler. Lui-même d'ailleurs ne le sait pas. Donc du coup, c'est toujours un peu de suspense. Mais c'est bien comme ça nous permet de garder accrochés nos chers auditeurs à un suspense mortifère. Voilà. On commence sous des bons auspices. On commence sous des bons auspices. C'est encore meilleur que ta meilleure série. c'est ça, exactement. C'est plein de rebondissements. Prendre de la graine Netflix. Exactement. Donc voilà, on reparlera des semaines à venir. De toute façon, d'autres sorties de Spectrum Film qui sortent notamment à Coffret King ou qui s'annoncent tout à fait Miam. goulayant. Il y a plusieurs choses qui sortent chez Rimini, notamment pour Thibaut, Le Virus Cannibale de Bruno Mattei. Moi j'ai hâte, j'ai hâte de m'y mettre au Virus Cannibale. Quel chef-d'œuvre. J'espère juste qu'il y a la putain de VF. Oui. Ouais, je pense que c'est indispensable. Je veux la VF de ce film. De toute façon, il n'y a pas vraiment de VO, vous savez, sur ces films-là. Non. La vraie VO, finalement, serait-elle la VF qui donne à son relief, un peu comme pour les films de Léon.
la vraie version. Enfin, je pense que ça sera un des axes, je pense, de notre émission. Oui, on parlera de Virus Cannibal. J'espère bien. Peut-être qu'on pourra en parler la semaine prochaine. J'irai récupérer le DVD chez Rémini dans la semaine, je pense. Mais donc voilà, on parlera de tout ce joyeux programme et d'autres choses. Donc il y a encore des choses qui sortiront directement en VOD, soit sur HBO Max, sur Netflix, sur Amazon, tout ça, ce genre de choses. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, on aura encore plein de choses à raconter si le gouvernement nous le permet, bien évidemment. Donc, comme je le disais, nous allons parler de 2 sorties DVD Blu-ray chez Spectrum Film et plus largement du cinéma de Johnny To. Et pour se mettre en jambe, donc une petite chanson extrait de la bande originale de Expect the Unexpected. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Cassine Wong, avec un extrait de la bande originale de Expect the Unexpected, film officiellement réalisé par Patrick Yo en 1998 et qui est ressorti le mois dernier chez Spectrum Film, en même temps que 2 autres films réalisés par Patrick Yo et Johnny To, donc The Longest Night, et l'autre étant Hero Never Dies, celui-là qui est officiellement réalisé donc par Johnny To. Donc grosse salve, on va dire, sur les débuts de la Milky Way Image, la société de production de Johnny To. Et donc nous allons revenir sur ces 2 films-là et plus largement sur la carrière de Johnny To, car on en a trop peu parlé dans cette émission, souvent pour des questions d'actualité, parce que ces derniers longs métrages ne sont quasiment pas sortis en France. Je crois que le dernier c'était La vie sans principe, en 2012. En 2010. Enfin, en 2012 en France, peut-être. En 2012 en France, oui, donc en 2010 à Hong Kong. Et moi, j'en ai pas vu d'autres depuis. Alors que pourtant, s'il y avait Drug War qui est sorti à peu près au même moment. Drug War, il n'est pas sorti au Cinoche. Non. Il est sorti directement en vidéo. Non, il est sorti directement en vidéo. C'est comme Kitano, de toute façon. C'est une espèce de truc. Les mecs, ils ont une faveur critique pendant 5-6 ans. Puis du jour au lendemain, ça y est, le festival de Cannes et ces messieurs-dames s'intéressent plus. Voilà, ils ont trouvé un Koreeda ou un autre mec pour, tu vois, agir, voilà, qui vont lâcher dans 10 ans. Et, voilà, et ça, c'est un truc qui m'a toujours halluciné avec Johnny To, quoi. Parce que moi, j'ai pas trop vu. D'ailleurs, ces derniers films sont pas si faciles que ça à trouver, quoi. Non, alors que pourtant, To est un des réalisateurs-producteurs les plus prolifiques de Hong Kong encore maintenant, ce qui est assez rare, parce qu'on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, mais dans une industrie qui s'est quand même largement pété la gueule les 15 dernières années, au sens large, on va dire, et lui pourtant reste quand même hyper productif. À la fois, il continue à produire de nouveaux réalisateurs, mais lui continue à écrire et à produire et à mettre en scène ses propres films. Je crois que son dernier date d'il y a 2 ans, donc qui bien évidemment n'est jamais sorti chez nous sur aucun réseau officiel, on va dire. Et Johnny To, comme beaucoup de ses petits camarades, parce qu'il est de la même génération que les John Woo, que les Ringo Lam, que les Choi Ark, donc pourrait sembler appartenir à la nouvelle vague du cinéma HK qui a démarré, on va dire, au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Mais lui, pourtant, a mis un peu plus de temps à intégrer cette bande de joyeux lurons-là, donc de cinéastes hyper formalistes, assez rentrent dans l'art, et qui ont tous aussi un point commun qui est d'être des amateurs de cigares. Tous, ils ont un peu un gang. Comme le disait Choi Ark, ils se retrouvent assez régulièrement pour se voir et pour partager leurs bons plans cigares. Vous pouvez retrouver cette interview dans L'amateur de cigares du mois de décembre dernier. Tant qu'ils n'invitent pas Bill Clinton. Voilà, non, il reste entre. Parce que les bons plans cigares de Bill Clinton, on sait très bien ce que ça donne. Ou de Mel Gibson. Il y a eu ça aussi. Mel Gibson, un petit aparté, avait fait un jour une blague à notre ami autrichien-allemand Roland Emmerich. Donc il avait. Mel Gibson s'était frotté un cigare tout le long de son anus et après l'avait offert à Roland Emmerich. Hollywood. C'est de bon goût. C'est d'une élégance folle. Et donc, bref, Johnny To, lui, alors que beaucoup de ses petits camarades vont commencer à faire du cinéma au début et au milieu des années 80, lui va plutôt travailler à la télévision. Il va faire beaucoup de productions, il va énormément tourner là-bas. Et comme il le dit lui-même, pour lui, ça a été un très bon galop d'essai de travailler pendant autant d'années à la télévision, car justement, il leur a appris à être efficace, à faire peu de prises, on va dire, à tourner presque sur le vif, et c'est quelque chose, en tout cas, des partis pris formels qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma qu'il va faire après, et notamment à partir de 1996. En 1996, c'est là que Johnny To fonde sa propre boîte de production, donc la Milky Way Image. Donc, en 96, c'est pas innocent. Donc, la plupart des grands cinéastes de Hong Kong sont partis aux USA. Donc, John Woo, Ringo Lam
et puis Choyark notamment, et alors que lui c'est un des seuls qui décide de rester et de tourner encore à Hong Kong, et c'est là qu'il crée sa propre boîte de production, donc en 96, un an avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine, et ce qui est pas innocent, et ce qui a aussi participé à l'envol de sa carrière et à l'ampleur qu'elle aura pris après, car je pense peut-être d'une manière un petit peu opportuniste, ce qu'on voit parfois dans son cinéma, qu'il a profité que tous les grands noms partent pour que lui justement puisse enfin faire son trou et puis trouver sa place. Et notamment donc avec ces deux premières productions là, donc The Hero Never Dies, The Longest Night et Expect The Unexpected, dont deux sont officiellement réalisés par celui qui était son ancien assistant, donc qui est Patrick Keough, avec qui ça s'est très mal passé sur le tournage des deux films avec Johnny To, à tel point qu'il n'a quasiment plus rien tourné après Patrick Keough. Il a arrêté la mise en scène et il s'est plus ou moins fâché avec Johnny To, parce que To a la particularité comme producteur, un peu comme Choyark, quand il produit un film, il le scénarise aussi en général, et il a surtout la main mise sur le casting, sur le tournage, sur le montage, donc sur à peu près tous les aspects du film, d'une manière qui, pour les metteurs en scène, est vue comme quelque chose d'un peu oppressant. Et donc c'est pour ça qu'en général, les films qui sont produits seulement par Choyark ou par Johnny To, on peut les considérer comme étant mis en scène par eux. Docteur, donc je ne sais pas ce que vous avez à dire un peu sur la carrière de Johnny To, ou d'ailleurs sur la situation Hong Kong 96, l'arrivée de Johnny To. Après, voilà, moi je sais que j'ai un peu regardé aussi dans les deux boîtiers, j'ai regardé un petit peu les. Il y a beaucoup de bonus. Ouais, j'ai regardé un petit peu notamment ce que disait Yannick Dahan. Moi, je le trouve un poil sévère quand même, parce que lui, il postule que voilà, il y aurait d'un côté le grand cinéma de Hong Kong des années 80, donc John Woo, Tsui Hark, Ringo Lam. Et que finalement Johnny To, ce serait une espèce de profiteur, voilà, effectivement, ce qui est pas totalement faux, évidemment. En même temps, voilà, pour moi, Tsui Hark ou John Woo, c'est pas des purs artistes non plus, quoi. C'est aussi des gens qui eux-mêmes, je veux dire, ont émergé dans les années 80 parce que la Shaw Brothers était en déclin, et que la Golden Harvest ça tournait en rond. Puis un genre gros malin, un peu opportuniste aussi, Choyark, c'est quand voilà, même pas rien. Voilà. Donc je le trouve un poil sévère quand même, parce que moi je trouve que Johnny To, c'est évidemment, vu la productivité, c'est un cinéma qui est un cinéma de l'efficacité. Donc c'est vrai que c'est une formule, quoi, Johnny To, quoi, finalement, hein, c'est une formule. C'est vrai que c'est moins varié qu'un Tsui Hark, par exemple. C'est moins varié en termes de, c'est moins surprenant, on va dire, d'univers, parce que Johnny To, c'est quand même principalement du polar ou parfois un peu de comédie. Alors de la comédie quand même aussi, oui, parce qu'il a quand même fait des trucs. Alors c'est vrai qu'il y a des films moins connus, quand même, Judo, comment le film qui ressort en ce moment chez Carlotta d'ailleurs. Le film avec le moine, le film avec Andy Lo, là, avec le moine bouddhiste qui fait du striptease. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Enfin voilà, il a pas fait que non plus que des. Puis tu vois, des films comme La vie sans principe, justement, en 2010, qui sont plutôt du drame plutôt réaliste. Donc lui, il a quand même, voilà. Mais c'est vrai qu'il est plutôt connu effectivement pour ses polars, et c'est plutôt intéressant justement de regarder ses polars, parce que là, par contre, c'est assez intéressant de voir. Moi, je trouve que ce qui est bien avec Johnny To, c'est de voir comment est-ce qu'une formule se met au point, et comment finalement, au bout d'un moment, il parvient, moi je trouve, à faire des films qui sont assez, qui sont, moi je trouve vachement bien, quoi. Enfin, les deux élections, parce que justement, Exilé, en 10 ans entre le début de la Milky Way en 1996 et jusqu'en 2006, et la sortie des deux élections et d'Exilé, on voit quand même le gap formel et le talent et le génie qu'il a réussi à avoir, parce que en 2006-2007, pour moi, c'est la période de son apogée de style et puis de son talent, quoi. Ce sont vraiment trois films qui sont admirables. Ouais, je trouve aussi. Et puis même après, on peut remonter un petit peu avant, PTU, Breaking News aussi. Alors qui sont peut-être encore moi je trouve peut-être encore un poil démonstratif. Alors démonstratif, après c'est un terme évidemment, chez Johnny To, évidemment que c'est démonstratif, quoi, comme cinéma, quoi. Mais voilà. Je trouve que dans PTU, dans Breaking News, il y a encore un mec j'ai l'impression qu'il essaye de faire ses preuves, tu vois. Alors que pour moi, dans Exilé, Élection, pour moi, c'est un mec qui est complètement en maîtrise de son médium, quoi, tu vois, et de ce qu'il veut faire, quoi, de ce qu'il veut faire par le cinéma. Et Élection, pour moi, voilà, c'est vraiment le point d'orgue de son cinoche, quoi. Après, moi, j'ai pas tout vu non plus, quoi. Donc peut-être que je remettrais ça en cause aussi s'il y avait, car il est quand même très productif, voilà. Justement. Mais moi je me souviens d'avoir vu par exemple les trucs de début de carrière de Johnny To, donc avant qu'il fasse la Milky Way. Johnny To, moi je me souviens notamment d'un film assez délirant avec Anthony Wong qui s'appelle un espèce de truc de super-héros avec moi je me souviens d'une scène dans une gare avec Anthony Wong. Iron Butterfly. Non, c'est en 87, c'est produit par, je ne sais plus si c'est par Tsui Hark qui c'est produit. Il y en a eu deux, il en a fait. C'est Happy Ghost. Non, attends, montre-moi le truc, je vais essayer de. Vas-y, hop, je vais essayer. Meuble, vas-y pendant ce temps-là, moi je vais essayer, je vais te dire ce que c'est.
que Junito, donc jusque dans tous les années 80, un peu. J'ai trouvé. Ah, bon bah voilà. C'est dans The Heroic Trio. Voilà, dans ça The Heroic Trio en 93. Je le tiens à disposition de ceux qui veulent. C'est complètement délirant, The Heroic Trio. Et il y a une scène avec Anthony Wong qui arrête un train à main nue. Voilà. Tellement, voilà. Et tellement Anthony Wong. Et je me souviens aussi d'un autre qu'il avait fait qui est produit par Tsuyark, où pareil, ça s'était très mal passé avec Tsuyark, parce que Tsuyark avait fait avec Jonito ce que Jonito fait avec ses propres réalisateurs. Voilà. C'est The Big Hit, qui est un film, je me souviens, avec un mec qui se fait découper par une feuille de. Une feuille de métal, voilà, qui se fait couper la tête en deux par une feuille de métal, genre au bout d'un quart d'heure de film. Enfin voilà, c'était un film assez brutal. Je me souviens, The Big Hit. À ne pas confondre avec le Big Hit de Kurt Gong avec Mark Wahlberg, son film. Non, c'est The Big Hit. Voilà, c'est la pas grosse chaleur. Là, c'est The Big Hit, le gros coup, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et c'est vrai que Jonito, je pense qu'il a mis du temps en fait. Je pense qu'au départ, c'est plutôt un yes man en fait. Hein. C'est un mec qui a plutôt commencé comme ça. C'est un mec, tu lui donnes un truc, il fait quoi. Voilà quoi. Et quand tu vois sa carrière d'avant, c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est vraiment à partir de la Milky Way que tu sens en fait effectivement, il a une opportunité, mais c'est une opportunité, moi je trouve, qui finalement ouvre sur quelque chose de plutôt créatif à mon avis. Avec des films comme Sparrow par exemple, qui sont justement dans des trucs un peu plus légers. Voilà. Enfin, toute cette période effectivement 2003, 2000, même je dirais jusqu'à La Vie sans principe en 2010. Pour moi, c'est vraiment il y a vraiment une bonne poignée de films qui sont tout à fait honorables par rapport à la production de Hong Kong par ailleurs, quoi. Et c'est ce que disait Jonito dans un documentaire qu'avait réalisé Yves Montmayer en 2010 qui s'appelle Johnny Got His Gun. Donc, parce que Montmayer, c'est un réalisateur qui a réalisé plusieurs documentaires sur le cinéma de Hong Kong, de Taïwan, sur le cinéma japonais aussi, et qui fait des très bons docs par ailleurs. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'il est rennais. Et donc, dans ce doc-là, To parle à la fois de son début en tant que réal à la télévision, mais il dit aussi à un moment que s'il voulait survivre dans le milieu du cinéma hongkongais, il devait trouver son propre style et surtout créer sa propre boîte de production. Donc c'est pour ça que lui-même, il remarque quand même au bout de plus de 10 ans dans le sérail de la télé et de Yes Man du cinéma, finalement, il n'arrive pas vraiment à trouver sa place au milieu des grands qui gravitent autour de lui et qui trustent toute la production du cinéma de HK. Donc finalement, en créant sa propre boîte de production, en profitant du fait que les grands partent, justement, c'est là qu'il arrivera à expérimenter son style. Ce qu'on voit bien justement dans The Longest Night et dans Expect the Unexpected, qui en tant que tels sont des films qui se tiennent, mais qu'on peut voir quand même largement comme des brouillons de ses œuvres à venir, que ce soit sur le traitement de la ville la nuit, sur les groupes de flics, les groupes de truands, sur la manière dont tous s'envisagent comme des professionnels et comme des gens qui connaissent leur travail, ce qui est quand même le truc qu'il va développer tout au long de sa filmographie aussi, de quand il s'intéresse à des truands, ce sont des vrais truands et ce sont des mecs qui savent utiliser des armes et ce sont des gens qui savent tirer, quoi, ce qui explique pourquoi il y a autant de morts dans les films chez lui, et ce que moi je trouve vraiment génial de voir des gens qui savent utiliser des flingues, quoi. Donc c'est à dire que quand tu es à 5 mètres d'un gars, tu vas pas le louper, tu vas lui tirer dans la tête, quoi. Bah oui. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a également la série de motifs, parce que même dans Expect the Unexpected, il y a un moment, il y a un zoom en fait sur une caméra de vidéosurveillance, sur l'utilisation de la vidéosurveillance, et en fait moi ça me fait penser à ce qu'il va développer par la suite, notamment avec Breaking News, avec cette espèce d'omniscience en fait de la caméra, ou du moins de l'enregistrement du réel. Et en fait ici on le voit directement. C'est une utilisation toute bête, hein. C'est une espèce de gros zoom comme on a l'habitude de voir un petit peu dans le cinéma HK, mais voilà, moi ça m'a fait penser en fait, voilà, déjà un motif qui apparaît au-delà bien entendu du professionnalisme et des gangsters, quoique dans Expect the Unexpected ça peut être un petit peu mis à mal, mais du moins les flics, du moins les flics. Et après, pour revenir un petit peu sur l'histoire du cinéma de Hong Kong, c'est vrai que sur la place de Jonito, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu une histoire du polar hongkongais, bien entendu, alors globalement, ça part en gros en 1967, hein, avec un film dont j'ai oublié le titre. C'est un film avec Jimmy Wong Yu, je pense, qui s'appelle Le Chinois. Alors en français, ça doit être le Chinois se rebelle, tu vois, ou un truc. Déchaîne. Ouais, le Chinois se déchaîne, voilà. Et qui est en fait une transposition en fait d'un film d'une intrigue d'arts martiaux, mais dans le Hong Kong des années 60, de la fin des années 60. Je me demande, je crois que c'est avec Wong Yu. Le titre, alors que j'ai regardé avant de partir, c'est pas un film de Wong Yu. Non, c'est même pas un film réalisé par Wang Yu. Mais quand tu regardes le truc, c'est que voilà, donc ça commence fin des années 60, la nouvelle vague avec tous les réals dont vous avez parlé arrive, et en fait le nom de Jonito n'apparaît
qu'au moment de cette période de creux en fait où tout le monde se casse aux États-Unis en fait. Et c'est là où TOW apparaît via bien entendu le nom de sa société de production. Et alors qu'il a quand même une expérience de l'image, du tournage de l'image animée, en fait, son blaze apparaît 15-16 ans plus tard. Et en France, c'est The Mission, hein, en France, c'est The Mission. En 2000, quoi. Ce qui est d'ailleurs pas si tard que ça, finalement. Hein. Finalement, c'est un des rares réalisateurs hongkongais à avoir été découvert en même temps que pas les en autres. cours de carrière, mais en cours de reconnaissance dans son pays d'origine. Parce qu'après, dans son pays, c'est ça la question aussi, moi sur laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Je ne sais pas si Johnny To est vraiment regardé à Hong Kong. Ou est-ce que c'est, tu vois, ce truc qu'il y a souvent dans les pays asiatiques, c'est-à-dire est-ce que c'est du film de festival ? Un peu comme Kitano. Voilà. Est-ce que c'est du film qu'on envoie en Europe parce qu'on sait que ça va plaire aux Européens, mais finalement les Hongkongais, c'est pas du tout ce qu'ils vont voir, quoi. Comme le cinéma iranien, par exemple. Et c'est un truc, et ça, c'est toujours une question qui se pose dès qu'on aborde les cinémas d'Asie, et c'est valable aussi pour le Japon, c'est de se poser la question de savoir, voilà, tu vois, en quoi c'est représentatif du public, en fait, d'origine du pays. Oui, parce que pour les films de Kitano, par exemple, ce qui serait plus représentatif, c'est ces comédies à la con, où il met des poissons dans ses slips et des machins comme ça. Quoi. Exactement ça. De mémoire, il me semble que The Mission n'avait pas été sélectionné à Cannes ou présenté à Cannes. Si, c'est possible, il y en a eu plusieurs. Mais en plus, surtout pour Hong Kong, tu peux te demander, est-ce que c'est prévu pour un public qui serait hongkongais ou alors pour les continentaux de Chine, justement. Parce que quand tu vois un film comme Drug War en 2013, c'est carrément plus tourné vers le marché chinois que purement le marché HK, quoi. D'où justement parfois. Est-ce qu'il y a de la place pour ça sur les écrans à Hong Kong ? Parce que là, je suis autant que je me souvienne, à Hong Kong, les devantures de cinéma, c'est quand même beaucoup de cinéma américain. Et pas tant que ça de cinéma chinois, contrairement à ce qu'on. Ça a peut-être tendance à tourner depuis quelques années, je pense. Écoute, voilà, en tout cas, moi, de ma propre expérience, même si elle est très limitée dans le temps, je me souviens que ça m'avait étonné. Je me pensais qu'il y avait plus de films chinois que ça, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les écrans, en fait, toutes les grandes pubs, par exemple, sont beaucoup plus pour des films américains que pour des films chinois. Alors les stars du cinéma chinois, tu les trouves, mais qui vendent des nouilles instantanées ou qui vendent des lits. Il y en a un particulièrement, c'est je sais plus quel acteur, un petit gros qui a réalisé des films, qui a réalisé le film où ils partent en colonie de vacances. Enfin, ils partent en vacances aux Philippines et ça se passe très mal. Je sais plus comment s'appelle ce mec-là, quoi. Et qui jouait le méchant dans Infernal Affairs. Bon, bref. Et lui, alors je sais pas pourquoi je parle de ça, mais il est génial. Il est génial parce que j'ai dû le voir j'ai dû le voir sur 50 pubs, j'ai dû le voir sur 50 panneaux de pubs différentes. C'est une des plus grosses prostituées du cinéma de Hong Kong. Bref. Alors qu'il y a une faute à côté qui œuvre pour des œuvres caritatives et qui va ramasser tout seul les poubelles dans la rue alors que personne n'a rien demandé. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, il peut en profiter pour fouiller dans les poubelles. c'est récupérer des trucs. C'est pour ça. Enfin, Chung Fan, maintenant, qui est à moitié blacklisté d'ailleurs, de suite à son engagement sur les révoltes à Hong Kong et la révolution des parapluies en 2014. Oui, il a bien raison. Au moins qu'il baisse pas son froc. Non, parce que ça, justement, je pense qu'on pourra en reparler sur la position des réals hongkongais, on va dire, sur les événements des dernières années. À HK, la plupart se sont quand même ont sagement fermé leur gueule. Ils ferment bien leur gueule. Parce que depuis qu'ils sont rentrés des USA, ils bossent quasiment tous pour le régime de Chine populaire, notamment John Woo et puis Choi qui font des productions là-bas et des grosses productions. Même si Choi arrive à faire glisser des messages dans ses films justement sur la situation actuelle de Chine. Ils sont coincés. Hein. Mais dans aucune interview, aucun entretien. Il n'y a que Johnny To, je pense, qui sur certains virages de sa carrière a pu paraître plus pro-chinois que les autres. Justement parce ce qui est un peu plus ambigu chez lui. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que tu regardes Élection quand même ou Drug Wars. Drug Wars, c'est très bizarre. Hein. Ouais, et puis il y a quand même ce truc, moi, que je trouve, notamment dans cette période-là, Élection et Drug Wars, il y a quand même ce truc sur le capitalisme et puis la vie sans principe, quoi, ce truc sur le capitalisme, quoi, et sur l'appétit des Chinois pour l'argent, quoi. Le capitalisme sur la cupidité, quoi, tu vois. Et moi, je pense que Johnny To, c'est sans doute pas un cinéaste politique. Je pense qu'il faut pas trop exagérer non plus. C'est pas Joe le Rouge, quoi. Non, c'est pas Joe le Rouge, mais je suis pas persuadé qu'il soit si pro-chinois que ça, moi, tu vois. Et la preuve, c'est qu'il a jamais accepté de grosses prods avec la Chine, finalement. Il y a des capitaux chinois, bien évidemment, dans ses productions, notamment les plus récentes. Mais c'est assez curieux. Effectivement, il n'en dit pas grand-chose, donc c'est difficile de savoir ce qu'il pense, mais c'est assez curieux, je trouve,
la manière dont ils montrent par exemple les Chinois dans l'élection, c'est pas du tout des mecs sympathiques, quoi. C'est pas du tout il y aurait pas du tout une espèce des vilains hongkongais et puis des gentils chinois ou des choses comme ça. C'est pas Mais si les simple que ça. continentaux, de manière générale, dans le cinéma de Hong Kong, sont jamais montrés sous leur meilleur jour. En général, c'est plutôt vu comme des envahisseurs, justement, qui viennent ramener le régime chinois. Mais d'ailleurs, dans Thibaut. Expect Then Expected, si on veut plonger un petit peu dans les deux films, alors tu parlais Thomas tout à l'heure de professionnalisme, à la fois des truands et des flics qui ont tous une certaine classe, une certaine aura, un certain charisme. Et dans Expect Then Expected, il y a deux trublions qui sont des amateurs totalement complets et qui viennent de Chine et qui viennent du continent. Donc voilà, ça peut-être il y a une potentielle lecture ou une clé en fait de lecture par rapport à où se positionne Johnny To, par rapport en fait de voir comment il écrit ses personnages. Et ici, si tu vois les deux gros blaireaux entre parenthèses avant la fusillade finale, mais en fait ce sont juste deux gros blaireaux qui ont juste fait n'importe quoi, qui ont fait un casse lamentable, d'ailleurs qui sont repartis la queue entre les jambes. Mais en fait, qu'ils le font par pauvreté. Enfin, c'est tout le sens de la discussion avec la Suède. Et après, tu apprends les choses, en fait. C'est-à-dire que en fait, ces gens-là en fait, sont pauvres. Du moins pour une personne, ces gens sont extrêmement pauvres. Et après, tu as les deux blaireaux qui se baladent un petit peu dans Hong Kong, que l'enquête qui est traitée un petit peu par-dessus la jambe. Mais bon, ça, on s'en fiche parce qu'on est dans la bonne humeur. C'est accessoire. C'est totalement accessoire. Mais il y a vraiment un personnage en fait, qui se fait arrêter. Il y a les deux blaireaux qui continuent un petit peu leur cavale. Et puis il y a un personnage qui se fait arrêter. Et ici, Johnny To, on va parler d'un film de Johnny To, met vraiment l'accent sur une condition sociale, économique et professionnelle qui est totalement lamentable, sachant que le pays, du moins que la péninsule hongkongaise vient de passer sous giron chinois. Précisons que ça reste léger quand même. Voilà. Vous attendez pas de la satire sociale non plus quand même. Ça a le mérite d'être là. Pas à nuit. La partie comédie romantique est quand même vachement plus importante dans Expect the Unexpected que la partie réflexion sociale sur les origines par rapport des à ce film, personnages. bien entendu. Et le col roulé, oui, le col roulé diabolique. Il y a des persos qui ont les cols roulés sacrément dégueulasses aussi. C'est vrai que là, c'est au détour d'une scène, d'une très belle scène où en fait une personne se truand en garde à vue en fait qui est mandat bouffé en fait parce qu'il n'a pas bouffé depuis 3 jours, depuis quelques jours. Et en fait, oui, c'est au détour de cette scène-là. Sinon, le film en lui-même, on est sur une espèce de bonne humeur, de bonhomie absolument contagieuse, avec une comédie romantique, des éléments de. Il y a ça, de toute façon, souvent. Avec un peu de roublardise aussi. Mais dans le cinéma de Johnny To, extrêmement sympathique. Tu as ça souvent, ce qui parfois l'a un peu desservi, son côté justement humour hongkongais, de faire des grosses blagues bien grasses, où tout d'un coup ça part un peu dans la gaudriole, notamment dans le film qu'ils avaient fait avec Ringo Lam et Peter Weir, qui s'appelait Triangle, qui est donc un film en cadavre exquis, où c'était Ringo Lam qui faisait le début, c'était Weir qui faisait après. Et la dernière partie, c'était Johnny To, où tout d'un coup, on passe d'un truc très noir comme le cinéma de Ringo Lam, un truc un peu plus expérimental avec Weir. C'était l'inverse, c'est Weir qui fait la première partie. Ça. Mais la dernière, en tout cas. Ringo Lam, ça devient super dark. Et puis après, ça se fusille dans les champs. Et voilà, et ça rigole. Et c'est très sympa. Oui, voilà, c'est très sympa. Mais du coup, tu vois clairement la différence de ton, où tu passes quand même à un truc ultra violent, mais un peu plus léger avec Johnny To, quoi. Ce qui fait quand même beaucoup dans son cinéma. Il a parfois tendance à avoir la main un peu lourde sur le côté un peu grassouillet. Mais moi, je trouve ça extrêmement généreux, en fait. Mais c'est moins rigoureux que Ringo Lam. C'est ça que c'est marrant. Tu vois bien, c'est vraiment une sorte de rigueur, quoi. À la fois dans le propos et dans la mise en scène. Et c'est plus relâché, quoi. Voilà, c'est plus relâché. Alors du coup, quand c'est bien, ça donne des trucs très bien. Et quand c'est moins bien, ça donne des trucs rigolos quand même. Voilà. C'est toujours sympathique, ouais. Justine. Non, mais je pense que la bonhomie, elle s'arrête quand même dans The Longest Night assez vite. Je trouve que pour le coup, là, le film est vraiment différent. On a quelque chose de beaucoup plus oppressant, beaucoup plus noir. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est un peu la structure du film, qui est un peu comme un nœud coulant, qui se resserre au fur et à mesure que l'intrigue avance. Et on est un peu lâché au début. Bon, on apprend vite fait qu'il s'agit d'une guerre de gangs. On a face à nous deux protagonistes qui se ressemblent pas du tout. D'une part, un flic véreux, pourri jusqu'à la moelle, ultra violent, donc Sam. Mais super beau gosse. Absolument. 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 Mais genre super classe, quoi. Super classe, mais complètement. De Wong Kar-wai, qui a failli. Complètement violent. Et puis on a face à lui Tony, qui est un homme beaucoup plus lunaire, qui est complètement perdu. On se demande ce qu'il fait là avec son sac Adidas. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Et je trouve qu'on a l'impression au début que c'est un peu comme des pantins comme ça qui s'agitent dans la ville
Du coup, ça, enfin, dans Ça arrête pas de se croiser en plus. voilà, c'est ça. En plus, c'est Macao, voilà, petit, tout ça, une ambiance assez resserrée. Oui, c'est vrai qu'on précise que nous allons Ghost donc c'est bien passé par HK, mais à Macao, qui est quand même une ville assez différente, qui a un peu un statut particulier comme Hong Kong, mais où la géographie de la ville n'est pas du tout la même. Et comme dit Justine, c'est Culturellement, surtout, c'est un cadre beaucoup plus on va dire, oppressant que Hong Kong. Complètement. Et la bonhomie dont il peut être question par ailleurs dans le cinéma de Johnny To, là, je trouve qu'elle est vachement moins visible. Et on comprend petit à petit qu'il y a en fait un espèce de Deus ex machina qui régit tout ça, mais on apprend l'identité tout à la fin du film, et ça rend le propos complètement noir en fait. Moi je pense qu'il a quand même essayé de faire un espèce d'alliage entre un cinéma américain peut-être hollywoodien, alors avec un très très petit budget, et un cinéma un peu à la Melville, quelque chose. Je pense que c'est là aussi ce qui nous permet pas de savoir s'il y a un public en fait à Hong Kong pour ce genre de film, parce que les influences sont en fait complètement ailleurs qu'un cinéma purement asiatique. Tu sens que c'est très marqué par le cinéma américain. De toute façon, cette espèce de mécanique de ce personnage qui comprend en même temps que le spectateur qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, que pourtant il a l'air de maîtriser, et qu'en fait tout commence à se gripper en fait au fur et à mesure. Et effectivement, je trouve que la dynamique du film est un peu difficile à cerner, moi je trouve, dans la première demi-heure. Moi, franchement, je me suis vraiment demandé, puis je trouvais que ça patinait un peu en termes de mise en scène. Je pense à une scène d'interrogatoire, là, je trouvais un peu molle, enfin, que je trouvais pas très dynamique en termes de montage. Ouais, et puis on a énormément d'informations au début. En fait, il y a beaucoup trop de personnages qui commencent à arriver. En fait, on les voit pas, mais on parle d'eux parce qu'il s'agit de la tête des deux gangs qui vont un peu s'affronter. On apprend qu'il y a finalement peut-être une chasse à l'homme pour l'un des deux. Et on a du mal à cerner parce qu'on est vraiment dans une perte de repères assez globale. Mais je trouve que ça s'estompe un petit peu. Et je pense que ça va de pair aussi avec le style du film qui évolue. On en parlait tout à l'heure, mais la musique, l'utilisation de la musique est vraiment très curieuse dans The Longest Night. Alors je sais pas si c'est la même chose dans l'autre film. C'est moins le cas dans Respect. C'est moins excessif. C'est vrai que l'usage, on en parlait un petit peu en off, notamment sur le mixage, le sous-mixage, la musique du film, où c'est rempli d'orgues qui dégoulinent, de synthé qui dégouline, mais elle est sous-mixée tout le temps, elle est quasiment omniprésente, mais on l'entend très peu. Et quand on l'entend, c'est des rip-offs de succès européens, genre Rocky. Giorgio Moroder aussi. C'est pas du Jean-Michel Jarre? Non, c'est la BO de. Oui, c'est la BO de. Oui, c'est les premières notes de Midnight Express. Et t'as l'impression que ça va créer un espèce de thème, du coup, qui est un peu. Tu te dis, ouais, il va y avoir une scène super classe, exactement, tu vois. Tu dis, vu avec les yeux d'aujourd'hui, ça va être musique des années 80, Tony Long dans sa bagnole, enfin, tu vois, tu te fais le film, quoi, puis non. Non, finalement, ça s'estompe un peu. Et je trouve que le film devient un peu plus sérieux à un moment, et je le trouve assez plaisant. Je pense notamment à un moment où, du coup, où Tony, le mec, c'est ça, complètement lunaire, perdu, s'est fait coffrer. Et là, il joue avec sa balle rebondissante. Du coup, McQueen dans La Grande Évasion. Exactement, ouais. Contre les murs de sa cellule. Et juste après, tu sens que Johnny To, ou en tout cas Patrick Hugh, on ne sait pas lequel des deux à ce moment-là, mais a choisi de faire un plan qui fait écho à ça, où tu as une espèce de caméra comme ça qui convulse. Et je trouve que ça représente vraiment le film, qui est un peu à la fois un fourre-tout, une espèce de bric-à-brac d'effets, mais qui fonctionne carrément. Non, mais il y a des trucs. Alors, après, voilà. Mais moi, je sais que moi, j'ai plutôt apprécié le film. J'ai trouvé bien justement que ça devienne un peu plus resserré en fait au fur et à mesure du film. Il y a des trucs qui m'ont fait hurler de rire. Par exemple, il y a une scène qui est super bien, pourtant, qui est la scène où les deux se confrontent dans la cellule, justement. Et je me suis dit, mais c'est la cellule la plus poussiéreuse de la Terre. La scène, elle dure quasiment 10 minutes. Ils ont des poussières qui leur tombent partout, de partout. Et donc, tu imagines les assistants, c'est en train de balancer des qui ont été ramassés de la sueur. C'est exactement la même chose dans plein de scènes où t'as l'impression qu'ils sont toujours à côté d'une énorme piscine, parce qu'il y a des flashs, mais c'est vrai, il y a des flashs de lumière blanche comme ça qui apparaissent. Après, on sait que la lumière chez Johnny To, il adore travailler ça sur un clair-obscur. C'est pas censé être réaliste. Ouais, absolument. Mais là, ça donne des trucs vraiment curieux. Ils sont pas à l'aéroport, mais le mec à un moment veut aller prendre son bateau pour rejoindre le continent, et là tu vois des espèces de trucs, t'as l'impression que t'es au JO, quoi. C'est démesuré. C'est pour ça que Joey dit qu'il préfère faire des films qui se passent la nuit, parce que la nuit il peut contrôler la lumière, alors que le jour c'est beaucoup plus
incertain avec la météo, avec les machins. Notamment dans la prison, des fois, t'as l'impression que c'est plein jour dehors, alors que le film se passe la nuit. C'est sublime, mais comme tu dis, oui, on voit la poussière. Et ça, en plus, ça dure longtemps, cette scène, où il essaye de ramasser son flingue et tout. Ouais. Oui, puis avec des personnages géniaux qui, ouais, t'es un putain de tueur. Tiens, je vais te laisser la possibilité de prendre un flingue. Mais les gars, mais c'est quoi vos défis à la con là? Alors que c'est chevaleresque. Non mais voilà, sortez vos bites et mesurez-les, qu'on en finisse, ça sera moins dangereux. Non mais c'est incroyable parce que tu vois quand même l'espèce de repentance du flic qui 15 minutes avant était en train de broyer des mains au fond d'un vieux resto. Tu te dis mais alors, c'est ça qui est bizarre justement, et c'est là que moi j'aime bien, c'est qu'en fait il y a des moments où tu es en train de dire mais non mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de regarder, et en fait au détour d'une scène, tout d'un coup ça va redevenir bien. Et je pense notamment à cette scène d'interrogatoire, la manière dont ça se termine. Donc les deux mecs se retrouvent, ils ont chacun un flingue en pogne, ils se visent. Et bon, toi tu sais que Tony Leung c'est un badass, tu sais que l'autre c'est un badass quoi. Et tu dis bon, comment est-ce qu'ils peuvent résoudre leur truc. Et en fait t'as un petit décrochage de plan comme ça, t'as un petit recadrage, et en fait tu vois le flic qui est avec Tony Leung, qui est censé être son collègue flic, et en fait qui lui pointe un flingue sur la tempe, et donc du coup Tony Leung est obligé de baisser son arme, et ça je trouve que c'est super bien comme manière de dire que tout d'un coup j'ai fait putain il a corrompu tous les collègues de Tony Leung, et je me dis putain, et là c'est là que tu commences à comprendre, putain tu te dis mais c'est un gros truc en fait, et le mec ce qui est en train de lui arriver c'est un gros truc, c'est-à-dire que le mec il a les moyens de corrompre, d'aller dans le commissariat de police, de corrompre tous les collègues de Tony Leung pour faire en sorte que, parce qu'il sait très bien qu'il va se retrouver dans cette cellule, il y a tout le truc avec le casier dans l'aéroport, et là tu fais wow, mais le mec c'est le diable, parce que c'est ça, il y a vraiment presque un côté diabolique chez le personnage, et ça mais oui, parce c'est plutôt bien quand ça devient comme ça justement le film, moi je trouve. C'est ça, et puis le retournement à la fin en fait, donc juste après l'échange de tirs dans une pièce remplie de miroirs, donc évidemment qui fait appel à la Dame de Shanghai et volte-face par exemple. Et du coup la scène se termine. Bon là on a un twist qu'on taira ici, mais tu te dis en fait ce perso qu'on avait déjà vu chez Ringo Lam avant, c'est le diable en fait. Il a réussi à retourner à l'avantage. Et à prendre l'ascendant sur le pouvoir alors qu'il n'avait pas du tout. Et pour moi, la source d'influence, c'est Usual Suspect. Cette espèce de côté tout puissant comme ça, de mec quasiment fantastique comme ça, qui est traité presque comme une figure, figure méphistophélique. Adore faire des rip-off des films américains, que ce soit dans la musique ou. Mais du coup, alors c'est plus réussi que dans la musique, je trouve. Oui. Mais du coup, c'est plutôt, moi je trouve que l'ensemble du film, et malgré que il y a des petits tics télévisuels, je te dis la fameuse shaky cam sur les enseignes pour introduire les scènes. Bon, il en fait un peu trop. Il y a un peu trop de ralentis baveux aussi, moi je trouve. Mais ça, je suis pas fan moi des ralentis baveux. À propos de musique, justement, on va faire une pause musicale avec une musique de notre ami Raymond Wong, extrait d'un autre film de Johnny To, Running Out of Time. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab, et c'était donc Raymond Wong, le compositeur fétiche de Johnny To, pour le thème de Running Out of Time, film réalisé début des années 2000 ou fin des années 90, coécrit par deux Français, Julien Carbon et Laurent Courtiot, qui après avoir travaillé avec Choyark, et ils retravaillent après avec Choyark, très exploité par Choyark. 99. Précisons qu'ils sont les coupables du scénario de Black Mask 2. Ouais, mais n'empêche que des trucs les plus nawak que j'ai jamais vu en Hong Kong de toute ma vie. Mais eux-mêmes, ils l'ont dit que la production du film était n'importe quoi, et que quand des catcheurs sur des éléphants, quand tu as survécu à Black Mass 2, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais qui est un film un peu symptomatique de la production de l'époque où ça partait en sucette, où Choyark justement il passe juste à côté d'un cirque, il voit des éléphants, il peut les avoir, et il va les prendre. Voilà, parce que c'est ça. Il voit des catcheurs, il sait qu'il peut les avoir, il va les prendre. Voilà, parce que il va les mettre ensemble. Voilà, parce que c'est ça aussi le cinéma hongkongais justement. Il en parle dans plusieurs entretiens tôt justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, que le cinéma hongkongais a souvent l'image d'un cinéma un peu foutraque et fait à la va-vite. On peut venir dans la rue puis on shoot un film et tout. C'est juste que les contraintes en fait sont beaucoup plus fortes que pour avoir des autorisations de tournage. C'est beaucoup plus compliqué qu'en France ou bien qu'aux USA. Donc ils sont obligés de se démerder justement. Il y a moins de place. Voilà, parce que c'est une ville qui est quand même petite. Il faut réussir à se démerder pour aller faire des films dans la rue sans se faire arrêté par les flics non plus. Heureusement, il y avait des stars
comme Benny Chan, qui était très apprécié des flics, donc il pouvait aller directement avec eux pour négocier, le truc comme ça. Et Simon Yam, qui apparemment est le frère du chef de la police. J'ai découvert ça dans le documentaire. Donc j'imagine que ça doit arranger aussi. Oui, je ça pense. doit arranger les choses aussi. Simon Yam qui a quand même une classe pas possible, Ouais. même si dans la vie de tous les jours il s'habille n'importe comment, parce que c'est quand même un des grands travers du cinéma de Hong Kong, on va dire des styles vestimentaires assez bigarrés. Une appétence pour les pulls camionneurs et les vestes à col roulé. Je dirais que c'est du style vestimentaire sans surmoi. c'est du style. Les mecs, ouais. Et alors, quoi. Ouais. Je porte un col roulé marron, je m'en fous. Je porte des viscoses, je m'en fous. C'est même pas vraiment marron, c'est plus un genre de ocre mouillé, tu vois, interbattu après la pluie, tu vois. Alors ça, c'est dans Expect the Unexpected. Et c'est vrai que les cols roulés, c'est toujours bizarre parce que les gens ont plus de coups. Donc moi, j'ai toujours trouvé que les cols roulés au cinéma, ça va pas, quoi. C'est les écharpes, ça va, tu vois, les nœuds papes, les cravates, ok, quoi. Mais les cols roulés au cinéma, j'ai jamais compris parce que tout d'un coup, tu te dis, mais il a pas de coups. Enfin, mais tu surtout vois, quand les mecs sont gros de base en plus, alors du coup, Oui. c'est encore plus ridicule. Mais donc, bref, justement, de style dans Expect the Unexpected, qui est le deuxième film, le troisième film qu'ils font cette année-là, qui est encore réalisé officiellement par Patrick Yo, où là, le film ne se passera pas de nuit, mais donc sous la pluie, qui est une autre contrainte, on va dire, en termes de météo, qui est assez fascinante à voir, et je trouve que To et puis Patrick Yo le gèrent extrêmement bien, une fois de plus dans une histoire de brigands et de flics, enfin, en tout cas d'un groupe de flics qui vont prendre en charge justement ces truands-là. Toi Thibaut, je sais que tu as vu le film, et c'est je trouve qu'en termes de mise en scène et en termes de violence, on est quand même, je trouve, un cran au-dessus de The Longest Night, justement. Bah oui, le film est très intéressant parce qu'il permet, comme on le disait au début de l'émission, de repérer quelques motifs chers à Johnny To, mais ici, et je vais rebondir sur ce que disait Justine, c'est que le film est très resserré, hein. De toute façon les deux films ça fait 1h25, 1h26, donc c'est absolument parfait. Et pendant, on va dire, 1 heure... C'est vrai que ça, c'est bien des polars qui font 1h25, donc c'est-à-dire que même si ça prend des détours, il n'y a pas le temps de digression inutile. Donc même si pendant 1 heure, moi je passais un agréable moment parce que c'était... il y avait un petit peu de tout et de n'importe quoi. Il y avait formellement on est complètement dans l'esprit HK avec des plans totalement désaxés. Tu sais même pas des fois comment ils ont fait pour faire tel travelling dans un espace aussi réduit. C'est absolument magique. Des effets gore plutôt bien sentis, des scènes grotesques, voire ridicules dans le bon sens du terme. Bien entendu, je pense au tout début du film où il y a un espèce de méchant hyper badass, mais il a un fusil à pompe et il a une espèce de slip kangourou. Enfin, ça reste assez lunaire, mais on prend énormément de plaisir, des effets comiques qui sont pas tous bien sentis, mais qui ont le mérite d'être là. Donc du coup, le moment est vraiment très très agréable. Et puis il y a cette dernière fusillade. Et là, je reviens sur ce que je disais, Justine, c'est que cette bonhomie qu'on voyait tout au long du film, ce côté extrêmement généreux, foutraque, on peut mettre ce qu'on veut, mais en même temps, ça restera toujours une qualité, même si c'est fait avec 3 francs 6 sous. Et puis cette dernière fusillade, en fait, remet le film, on va dire, à l'endroit, ou du moins nous met la tête à l'envers, c'est-à-dire que en fait, c'est une tragédie qui se passe dans cette rue. Absolument, c'est absolument incroyable comment il a réussi en quelques 2-3 coupes, voilà, il réussit à changer le ton de son film et à faire en fait de Expect the Unexpected un truc d'une noirceur mais absolue et d'une profonde mélancolie, parce que le plan final qui s'accompagne du générique, on va pas le dire, mais c'est un plan final qui est extrêmement triste. Et alors là, je me dis, mais putain, comment il a fait pour passer d'un truc aussi sympatoche, je ne passerai pas sur l'utilisation d'une machine à laver et d'un bébé, mais bon, bref. Là, tu fais, mais non, mais c'est n'importe quoi. Et à la fin, tu es triste. Et à la fin, tu dis, putain, mais c'était radical. Ça reste assez incroyable, ce grand écart qu'il a réussi à faire au détour en fait d'une course-poursuite qui se termine en fusillade. Et puis avec des espèces de... Les personnages là deviennent tous bigger than life. Même les 2 truands dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient un petit peu des branques, quoi, des blaireaux, et même eux en fait du moins comment dire, se construisent une grandeur en fait, voilà. Et en fait là, tous les personnages, même s'ils étaient déminables, à la fin, tout le monde devient grand, mais tout le monde devient grand dans la tragédie, et ça c'est absolument bouleversant. De toute façon, c'est un peu le propre du film d'action que les personnages évoluent et grandissent
dans les scènes d'action et puis dans la violence, c'est comme Oui. un des tropes du cinéma d'action, et je trouve un peu encore plus dans le cinéma asiatique de manière générale, quoi, que l'ultra-violence dont ils sont victimes et dont ils sont les produits, et après dont ils seront le vecteur, vont en fait les faire évoluer, et c'est là qu'on passe de persos qui sont des schnocks à des persos qui deviennent presque des icônes. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'évolution, en fait, on la voit très très peu. En fait, la coupe est assez franche à ce niveau-là. Et c'est peut-être cela le geste de cinéma qui est absolument prodigieux, c'est qu'en fait, il s'emmerde pas. De toute façon, on n'a pas le temps, il faut bloquer le truc à 1h30. C'est lié aussi au détournement de la structure dramatique, c'est-à-dire qu'en fait, il nous fait croire qu'il y a une scène dans le film, dans le dernier tiers du film, et il nous fait croire que le film est fini, en fait. On va arrêter le grand méchant, voilà, tout le monde s'en sort bien, ils ont été badass, ils ont bossé en équipe, c'est cool, on est content pour eux, et en fait, on a Et moi, j'étais hyper content. Super. Et en fait, les deux autres, là, mais... Et on a vraiment l'impression que le film se termine comme ça, puis en fait c'est l'impasse, quoi. C'est Benny Blanco, quoi. C'est Benny Blanco du Bronx, quoi, qui revient à la fin du film et puis qui rappelle que non, il y a des trucs qui n'ont pas été réglés et que il va falloir les régler, quoi. Et que ça se règle pas. Il faut bien préciser que les deux films se terminent super mal pour les personnages principaux. Oui, c'est pas très feel good au bout du compte. Hein. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. Hein, ce qui est peut-être le plus toesque, on va dire, dans Expected and Unexpected, c'est effectivement cette scène, ce dernier quart d'heure. Où tu ressens un truc, moi, que j'ai toujours ressenti chez To, effectivement, qui est cette espèce de forme de mélancolie et qui le distingue, je trouve, un petit peu justement d'un Tsuyark ou d'un John Woo. Ou chez John Woo, c'est plutôt du romantisme. Voilà, chez Tsuyark, c'est encore autre chose. Chez To, il y a vraiment cette idée, et moi je trouve que c'est pas pour rien finalement, quelque part, ça traduit assez bien quand même l'esprit du temps. C'est-à-dire l'idée de quelque chose qui se finit. Tu vois, de bandits qui ont plus d'honneur, de flics qui deviennent incompétents ou qui passent du mauvais côté de la barrière, et cette idée d'un monde qui est en train de s'effilocher, en fait, qui est en train de dépérir, en fait. Mais toi, on parlait ça justement, que lui, faire des films d'époque, des films de samouraï, ça serait trop cher, donc il fait des polars, mais il fait des intrigues de films de chevalerie dans le milieu du polar, et comme beaucoup de films de sabre ou beaucoup de Chapia, c'est quand même, ça repose souvent sur la fin d'une époque et sur la perte de certaines valeurs. Il y a toujours un petit côté cette samouraï, quoi, pour moi, c'est-à-dire l'idée, voilà, de ces mecs qui sont déjà dernier baroud, voilà, qui sont déjà pas hors du temps, parce que c'est pas vraiment le cas dans les deux films dont on parle, mais qui sont dépassés par quelque chose, en fait, quoi. Soit par une machination soit par le fait de sous-estimer gravement, en fait, quels sont les vrais enjeux, en fait, qui sont les gens qui n'ont rien à perdre, en fait, parce que c'est ça, en fait. Ils se font avoir par les gens qui n'ont rien à perdre. Enfin, je veux dire, c'est ce qui va devenir la tragédie, c'est qu'en fait, ils sous-estiment la violence, justement, de ceux qui sont pauvres et qui n'ont rien à perdre dans l'histoire, quoi. Et de ce point de vue-là, ça rejoint effectivement une espèce de vague commentaire social qu'on avait au début avec la scène avec l'âme suette, avec l'interrogatoire et cette manière de manger très particulière de l'âme suette dans la scène. Voilà. Mais moi je trouve qu'il est plus. Tu sens que Patricio, moi je trouve que dans celui-là, tu sens que Patricio, il s'est débarrassé quand même d'un certain nombre de tics. Parce que même si Johnny To a probablement regardé par-dessus son épaule tout le temps, moi je considère quand même que c'est un film de Patricio. Et voilà, et je trouve qu'il s'est débarrassé. Alors après, moi je suis pas convaincu par la partie comédie romantique personnellement, mais voilà, que je trouve un petit peu poussive. Mais par contre, je trouve que effectivement dans la scène d'action finale, tu commences à sentir le style Mickey Way qui commence à se mettre vraiment en place. Et c'est assez intéressant de regarder les deux films à la suite, justement pour ça. De voir un vrai style de production qui va prendre de l'ampleur, justement. Et donc, ce sont deux productions de Johnny To, The Longest Night et Expected Unexpected, qui viennent de ressortir en combo DVD et Blu-ray, avec des bonus, notamment Arnaud Lenuc et Yannick Dahan, qui parlent du cinéma de Johnny To et de la Milky Way de manière générale. Donc, ils sont donc ressortis le mois dernier chez Spectrum Film. On vous les recommande bien évidemment vivement. Et donc, comme je l'ai signé en début d'émission, ils ont ressorti un des premiers films aussi de la Milky Way, Hero Never Dies, réalisé la même année, en 1997, parce que pourquoi pas. Il y a des mecs avec des chapeaux de cow-boy, des gars qui se font enterrer dans des cercueils, si mes souvenirs sont bons, et une scène finale avec un mec dans un fauteuil roulant et un autre avec un chapeau de cow-boy. Enfin, c'est ça. Hein. Voilà. Donc on vous recommande sûrement, comme de toute façon, le plus grand du cinéma hongkongais de l'époque, qui nous déçoit quand même rarement, on peut le dire. On va passer au coup de cœur, carrément Fleuret.
Alors on va changer de style, on va changer d'époque, on va changer de pays. Moi ça sera La Maison des statues de cire de Paul Leni, donc un film expressionniste allemand de 1924. Avant que Paul Leni quitte l'Allemagne, on est sur la fin de l'expressionnisme et le film là est très intéressant, notamment pour sa dernière partie que je trouve absolument admirable. Alors il y a des motifs expressionnistes, ce qui est très beau, c'est qu'en fait il y a des motifs expressionnistes qui va déplacer de l'Allemagne vers des pays, vers des contrées, on va dire, plus exotiques. Mais tout ceci va être resserré dans un dernier tiers, une dernière partie absolument d'une beauté, mais foudroyante. Et c'est mon petit côté, en ce moment je suis dans le cinéma expressionniste allemand, mais dès que ça parle... En fait, ça commence chiant à m'emmerder. Voilà, moi, donc, le cinéma, c'est mieux quand ça parlait pas. Le cinéma, quand on peut faire ça avec des décors, un jeu outrancier d'acteurs et puis des ombres et des lumières, moi, ça me convient parfaitement. Hong Kong, quoi. Et ici, en fait, on est sur le champ du signe de l'expressionnisme et quel beau champ du cygne. Dr. Erwan. Alors moi, ce sera un film plus récent. Ce sera le film Un jour de chance d'Alex de la Iglesia, que j'avais, qui commence à être un peu ancien, que j'avais loupé. Qui est une bonne fable satirique comme notre ami Alex s'est entroussé. Même si c'est pas forcément son meilleur film, je trouve que ça reste un film très bien tenu, bien méchant, bien colérique. Une genre de variation sur le gouffre chimère. Et puis qui je trouve est finalement une métaphore assez derrière. Un film assez grotesque, un peu félinien à certains moments. Je trouve qu'il y a finalement une métaphore du capitalisme qui fait que même quand on est aux portes de la mort, la question de satisfaire son intérêt, soigner son image, continue à se poser. C'est-à-dire que notamment avec un héros, moi je trouve qui est hyper ambigu et qui est du coup super intéressant. Voilà, donc un film que je conseille tout à fait. Merci, Justine. Alors moi je vais faire parler mes obsessions. Après le polar, il va s'agir d'un album de Kate Lebon, qui est une chanteuse galloise que j'aime beaucoup et qui s'appelle Reward, que j'écoute en boucle. Et le deuxième petit coup de cœur, enfin gros coup de cœur de ces dernières semaines, c'est La Gêne Occasionnée, un podcast ciné que propose le grand ami François Bégodeau, et c'est toujours très stimulant. Et je vous conseille notamment le podcast sur Tenet de Christopher Nolan, qui m'a ôté les mots de la bouche. Voilà. Non mais c'est bien, au moins il nous fait pas concurrence parce qu'il parle de films dont on ne parle pas. Donc, merci François. Et moi, dans un tout autre genre encore, c'est parce que je l'ai revu, ça faisait une bonne quinzaine d'années, c'est le Pale Rider de Clint Eastwood, le troisième western qu'il a réalisé en 1985, et c'est absolument merveilleux, une photo absolument magnifique, un film très immoral, très sombre. Et un très bon Chris Penn en méchant. Oui, de toute façon, c'est The Wrong Penn Died, comme on dit, et donc effectivement, Chris Penn est absolument sublime dans le film, et c'est un très très grand film de Clint, une fois de plus, en attendant son prochain western qui sort cette année, Crime Macho, parce que Clint a remis le chapeau de cow-boy pour son prochain film. Ça je ne savais pas. Voilà, donc moi je vous le dis, c'est d'ores et déjà le film de l'année. Bon. Voilà, on va s'arrêter là, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. La saga, quoi. La saga continue, on ne sait pas encore, tout dépend de Jean Castex et de ce qu'il nous annoncera, s'il y aura un couvre-feu, un confinement. Mais en tout cas, si on revient, on sera là et on vous parlera de choses. Ouais. Et d'autres. Voilà, quel beau programme en perspective. Merci à toutes et tous. Merci à Valentin à la technique et à Justine pour les bières. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.